Jonathan Scheffer, on entend beaucoup parler de la pollution qu'engendre notre utilisation des boîtes mail ou encore des moteurs de recherche aujourd'hui. Vous qui êtes spécialiste de l'impact lié à l'informatique, dites-nous, est-ce qu'on pollue vraiment quand on tape un mot dans Google ? Eh bien, ce qui se passe quand on tape un mot dans Google, c'est qu'on met en œuvre tout un ensemble de processus qui sont complètement masqués à l'utilisateur. L'information que vous tapez va transiter dans le réseau et va être transportée jusqu'au serveur de Google afin qu'un processus de recherche soit mis en œuvre et que vous receviez des résultats. Tout cela donne une illusion d'illimité, mais finalement, il y a de l'énergie qui est en œuvre derrière toutes ces recherches, et c'est la masse en fait de toutes les recherches qu'on peut faire qui ont un impact vraiment important sur la consommation énergétique globale de la Terre. Ça, pour l'instant, on ne sait pas exactement trop comment estimer cet impact-là. Mais avant d'en arriver à la pollution produite par notre utilisation de Google, par exemple, on a déjà fait beaucoup de dégâts, à commencer par la fabrication de notre ordinateur ou de notre smartphone. Ça se passe comment, ça, Jonathan ? Oui, effectivement. Donc, avant qu'on ait un appareil informatique comme un smartphone ou un ordinateur dans les mains, il a été construit. Pour le construire, on extrait des matières premières du sol. Et ces matières premières viennent de filières qui présentent plusieurs problèmes. Par exemple, on a des filières qui, lors de l'extraction, ne respectent pas toutes les normes environnementales ou qui ne respectent pas toutes les normes sociales. Et on a parfois des conditions de travail qui s'apparentent à l'esclavage. Des enfants avec des enfants qui travaillent dans les mines, parce que parfois les conditions ne permettent pas à des adultes de rentrer dans les mines. Enfin bref, des choses compliquées et sur lesquelles les producteurs, les assembleurs d'ordinateurs n'ont en général pas de visibilité ou ne veulent pas avoir de visibilité. On parlait des assembleurs parce qu'après, on n'assemble pas tout ça en France en général, ça se passe ailleurs, ça se passe plutôt en Chine. Voilà, alors en Chine, il y a une ville qui s'appelle Shenzhen et qui est vraiment l'usine informatique du monde. C'est là que vos ordinateurs, quelle que soit leur marque, sont assemblés. Les conditions d'assemblage aujourd'hui sont diverses selon les sous-traitants qui peuvent avoir lieu. Et là, on a aussi un impact social qui est important, mais également une pollution parce qu'on a des normes en Chine qui sont différentes des normes européennes sur la construction. Cependant, il existe aussi des usines qui construisent en Europe des matériels informatiques, mais ce sera plutôt du matériel de professionnels. Et puis avec tout ça, on peut rajouter le transport parce qu'après, il faut ramener tous ces stocks de Chine. Et là encore, l'empreinte carbone n'est pas égale à zéro, bien sûr. Bon, on en arrive finalement à avoir notre smartphone en main. On a un peu raccourci, mais on a vu déjà qu'on a pollué. Là, on utilise forcément le fameux cloud dont on n'entendait presque pas parler il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment le système d'archivage idéal. On n'a plus de disque dur, on met tout dans notre cloud. Est-ce que c'est idéal pour la planète aussi, ce fameux cloud, Jonathan ? Effectivement, il y a quelque chose qui est très intéressant avec les ordinateurs d'aujourd'hui, c'est que c'est la première fois où quand on utilise un appareil qui consomme de l'énergie, il ne consomme pas seulement de l'énergie là où on est, comme par exemple une voiture qui consomme de l'énergie quand on roule, mais il consomme aussi de l'énergie ailleurs sur la planète, à plusieurs endroits et sur un réseau d'appareils qui vont faire transiter l'information. Aujourd'hui, il est très courant d'avoir des photos, des musiques, des informations volumineuses, des films qui soient non pas stockés chez soi, mais aussi dans le cloud. Et cette distance, cette immatérialité donne l'illusion qu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas d'impact. Mais en fait, ils sont effectivement stockés dans des data centres, ce qu'on appelle data centres. Ce sont des disques durs finalement qui sont entassés dans des pièces avec une densité extraordinaire et qui consomment beaucoup d'énergie et aussi de la matière pour la construire. J'entendais qu'il y a maintenant des piscines qui se chauffent grâce à la chaleur, notamment il y en a une à Paris qui se chauffe grâce à la chaleur d'un data center qui est on essaye de récupérer aujourd'hui, Jonathan, de récupérer l'énergie, la chaleur émise par ces data centers. Effectivement, ouais. C'est pour dire déjà l'énergie qui est dégagée par ces choses-là. En fait, un ordinateur, c'est comme un radiateur. Chaque watt consommé électriquement est aussi un watt de chaleur dégagé. Et cette chaleur, on ne peut pas la laisser dans le data center, sinon il ferait beaucoup trop chaud pour qu'un ordinateur fonctionne. Donc traditionnellement, on a mis des climatisations pour traiter cette chaleur. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que l'électricité est de plus en plus chère. Donc, vu les volumes qui sont en jeu, les opérateurs ne peuvent plus payer toute cette électricité. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est un levier important pour faire des progrès en termes d'efficacité énergétique. Et des projets de ce type-là, comme vous les citez, sont de plus en plus répandus et médiatisés pour aussi donner une image vertueuse aussi à cette activité.
Un ordinateur ou un smartphone, ça n'a pas vraiment une longue durée de vie, ça devient rapidement obsolète, il faut toujours passer à un nouveau modèle et là on s'en débarrasse et là on pollue encore plus parce que pour l'instant la fin de vie de l'informatique c'est pas encore très pensé écolo. Oui, en fait, on pourrait déjà imaginer dès la conception d'un ordinateur qu'il soit, par exemple, très facilement démontable pour faciliter le recyclage. Cette démarche-là, les constructeurs ne la font pas encore ou de façon très marginale. Aujourd'hui, dans le monde, on génère 40 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques, ce qu'on appelle les D3E. C'est le nom de code de tous ces déchets-là qui sont très particuliers parce que très compliqués à retraiter. Et en France, par exemple, on ne collecte qu'un sixième de ces déchets. On ne retraite proprement dans des filières qu'un sixième de ces déchets. Ils vont où ces déchets alors, sinon le reste ? Alors, il y a tout ce qu'on appelle une filière grise. C'est difficile de tracer, de savoir ce qu'il devient, mais une certaine quantité d'entre eux vont être exportés de manière illégale, parce qu'il est illégal d'exporter des déchets, et arriver dans des pays du tiers-monde où la main-d'œuvre de retraitement est gratuite, hein, et on retraite les déchets dans des conditions épouvantables, où des enfants vont plonger des cartes-mères dans des bains d'acide sans beaucoup de protection pour en extraire l'or, le cuivre, etc. et l'argent. On l'a entendu un petit peu tout au cours de cette interview, il y a des solutions à envisager, hein, de penser la fabrication des ordinateurs pour qu'ils soient démontés, voilà, avec le cloud, avec les data centers, de penser autrement les choses. Mais est-ce qu'il y a aussi des gestes tout simples qu'on peut faire au quotidien pour réduire, nous, notre pollution numérique ? Effectivement, une des problématiques qu'on a citées déjà, c'est la consommation énergétique d'Internet. Aujourd'hui, pour vous montrer un chiffre qui donne un peu le vertige, donc vous avez cité, c'est le 5e pays au monde à consommer, 140 gigawatts. 1 gigawatt, c'est une tranche de centrale nucléaire. Et 140 gigawatts, c'est la consommation globale de notre informatique en phase d'usage. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles chaque utilisateur peut avoir un impact. Évidemment, couper sa box chez soi quand on ne l'utilise pas, c'est-à-dire certainement 60% du temps au bas mot, eh ben, c'est peut-être une très petite économie sur sa facture d'énergie, mais dans la masse, parce qu'en France, il y a 26 millions de box, il me semble, si je ne me trompe pas. Et déjà, mis bout à bout, c'est déjà une économie substantielle d'énergie. Donc débrancher son chargeur aussi, peut-être pas le laisser tout le temps. Effectivement, ouais, des choses qui peuvent paraître dérisoires chez soi, dans la masse des usages. Et déjà, on coupe sa box la nuit, on coupe sa box quand on se va, ce sera déjà le premier geste à retenir. Merci beaucoup, Jonathan.